Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous de débat, de chroniques et de reportages. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts et aux journalistes de la rédaction de Public Sénat. Avec au sommaire de ce 22 avril, notre débat d'actu qui portera sur le bras de fer entre l'Iran et Israël. Le risque d'escalade régionale semble reculer, mais pour combien de temps? Où en est le programme nucléaire de la République islamique? Que change le conflit avec le Hamas dans la relation de l'État hébreu avec les autres pays de la région? Réponse juste après ces titres. Et puis pour notre second débat volontairement décalé de l'actualité du jour, c'est un retour sur la crise du textile que je vous propose. Des grandes marques en liquidation devant le tribunal de commerce, des boutiques qui ferment par centaines. L'année 2023 a été calamiteuse. Pour le moment, je pense qu'on est tellement abasourdi qu'on n'a pas encore pensé à l'avenir, mais qui va être dur pour certains parce que ils ont dépassé la cinquantaine. Retrouver du travail quand on est vendeur, la cinquantaine, c'est un petit peu compliqué. Quelles sont les causes profondes de cette crise? Que faire pour limiter l'essor des marques chinoises de fast fashion qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales? Ne ratez pas l'analyse de nos invités, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, la guerre qui continue au Proche-Orient après avoir riposté à l'attaque iranienne du 13 avril. L'armée israélienne a repris ses frappes sur Gaza. Fabien Recker. À l'hôpital Al-Aqsa, dans le centre de Gaza aujourd'hui, les blessés affluent après de nouvelles frappes israéliennes. En pleine célébration de Pessah, la Pâque juive, l'État hébreu n'entend pas relâcher la pression sur l'enclave palestinienne. Dans un discours télévisé dimanche, Benjamin Netanyahou a promis de nouvelles frappes contre le Hamas. Nous lui porterons de nouveaux coups durs et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire. L'opération à Gaza, qui se poursuit sur fond de tensions sans précédent avec l'Iran. Depuis l'attaque massive lancée le 13 avril par Téhéran sur Israël, la communauté internationale retient son souffle, redoutant un embrasement régional. S'exprimant pour la première fois depuis l'attaque, le guide suprême Ali Khamenei a salué hier un succès pour la République islamique. La question du nombre de missiles tirés ou des missiles ayant atteint leur cible de l'autre côté est secondaire. La question principale est l'émergence de la grandeur de la nation iranienne et des forces armées sur la scène internationale. Vendredi, des explosions sur une base aérienne proche d'Ispahan ont signé la riposte israélienne. Une riposte largement minimisée par l'Iran, signe peut-être de la volonté du régime des Mollahs de prévenir pour l'instant une nouvelle escalade. L'embrasement régional a-t-il été évité au Proche-Orient? Si oui, pour combien de temps? On en débat avec Amélie Chely. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes iranologue, chercheuse en sociologie religieuse et politique à l'université de la Sorbonne Nouvelle et vous publiez Le Coran de sang. C'est aux éditions du CERF. David Rigoleros, bonsoir. Bienvenue à vous, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique dont le dernier numéro est consacré au Liban. Armin Arifi, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes grand reporter au Point, auteur de ce livre Un printemps à Téhéran, publié aux éditions Plomb. Et j'accueille également Mathieu Croissando. Bonsoir Mathieu. Bonsoir éditorialiste politique. La question générale de ce débat sur cette escalade, cet embrasement régional, Amélie Chely, est-ce que ce risque est derrière nous ? Alors, on ne peut pas forcément avoir une idée. Pour l'instant, on est avec des protagonistes qui cherchent, me semble-t-il, à jouer la proportionnalité. On sait que du côté iranien, ça fait plusieurs années, peut-être même une bonne dizaine d'années, qu'on a une classe politique, une classe officielle du moins, qui cherche absolument à jouer la carte à l'échelle internationale de la proportionnalité. On se souvient du 7 juin 2017 où il y avait eu un double attentat à Téhéran et où justement la communauté internationale s'était presque étonnée de ce qu'une salve de missiles avait été envoyée du Kurdistan iranien pour détruire une base de matériel de Daesh à Deir ez-Zor, mais justement sans faire absolument aucun dégât
humain, simplement matériel. En revanche, il y a une sorte de force de frappe qui est parallèle et qui est beaucoup moins dans l'officialité et qui est beaucoup moins dans la proportionnalité, c'est cette fameuse myriade de drapeaux de la Murawama, c'est-à-dire de l'axe de la résistance, pour reprendre les termes de la République islamique, c'est-à-dire les milices chiites qui sont téléguidées par la République islamique, mais pas de bout en bout et pas de façon officielle. Ce qu'on appelle notamment les proxys, cette guerre par procuration, on y consacrera un chapitre de ce débat. Le 13 avril, l'Iran avait riposté, vous le savez, au bombardement de son consulat à Damas en lançant une attaque aérienne massive contre Israël. Tout le monde craignait une réplique israélienne à la hauteur de cette agression. Tiens, on écoute sur ce thème le secrétaire général de l'ONU. Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Ces derniers jours ont été marqués par une dangereuse escalade, en paroles et en actes. Un mauvais calcul, une mauvaise communication, une erreur pourrait conduire à l'impensable, un conflit régional généralisé qui serait dévastateur pour toutes les parties impliquées et pour le reste du monde. Ce moment de danger maximal doit être l'occasion de faire preuve de la retenue maximale. Alors on est le 18 avril, David Rigolet-Rose, et il nous dit le Moyen-Orient au bord du précipice. Le lendemain, la riposte israélienne, elle existe, mais elle a été, on peut le dire, mesurée là aussi ? Ah oui, elle a été mesurée, oui. D'ailleurs, ça n'a pas été revendiqué. Hein. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui a été visé ? Une base militaire ? Alors, semble-t-il, une base aérienne, la 8e base chez Kari, enfin c'est près d'Ispahan, qui est une base d'où serait potentiellement parti d'ailleurs un certain nombre de ces missiles. Et il avait été tiré le train. Oui, et la destruction d'un système de radar notamment. Donc on a très peu d'éléments sur les dégâts puisque ça a été minimisé à dessein par les autorités iraniennes, justement pour pouvoir se dégager d'une contrainte de contre-réplique qui ferait monter encore... Mettre fin d'une certaine façon, ou en tout cas pour une première fois. Incontestablement, il y a eu une logique de désescalade de fait des protagonistes, c'est-à-dire que les Israéliens... C'est pas la réponse israélienne à la frappe du 13-14. Elle interviendra peut-être plus tard. Sous une autre forme. En revanche, effectivement, symboliquement, il fallait marquer le coup et de manière proportionnée et, on va dire, calibrée et sans revendiquer. Donc avec le principe israélien, pas de confirmation, pas d'infirmation. Mais l'idée, c'était quoi ? De dire on peut vous atteindre jusque-là ? Oui, alors l'idée, c'était effectivement de montrer aux Iraniens qu'il y avait une veille et un ciblage potentiellement très précis de certains sites en Iran. D'ailleurs, l'objectif, c'était pas les sites nucléaires, ça n'a pas du tout été... donc c'était plus un message qu'autre chose, sans revendication, ce qui permettait à l'Iran, justement, de ne pas rentrer dans une logique escalatoire. Alors justement, voilà comment a réagi le commandant du système de défense aérienne dans cette province d'Ispahan. On est à la télévision d'État iranienne. Le bruit relativement fort entendu ce matin à Ispahan n'était pas une explosion, mais un tir des roquettes des puissants systèmes de défense aérienne sur un objet volant, et nous n'avons eu aucun dommage. Le système de défense aérienne de l'Iran et les personnes compétentes qui le mettent en œuvre sont préparés et prêts à affronter avec force tout ennemi qui menacerait le territoire ou l'espace aérien de la République islamique d'Iran. Armin Arifi, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, le nom d'Israël n'est pas cité. On est dans cette modération dont on parlait, de part et d'autre. Est-ce qu'on peut dire ça ce soir ? Oui, c'est un secret de polichinelle que Israël est derrière cette attaque aux drones, mais également aux missiles. Visiblement, il y a des missiles qui ont été envoyés en Iran. Ce qu'ont annoncé les officiels iraniens, c'est que les systèmes antidéfense russes S-300 qu'ils possèdent ont intercepté des drones au-dessus d'Ispahan. Il y en aurait également qui auraient été interceptés à Tabriz. Mais il est étonnant de voir ce responsable iranien ne pas prononcer le nom du régime sioniste, c'est ainsi, ou l'entité sioniste, c'est ainsi qu'il nomme l'État d'Israël, pour ne pas forcer, et comme le disait M. Rigolet-Rose, de se dégager d'une possible représailles contre Israël, en sachant que les Iraniens avaient promis aux Israéliens qu'ils riposteraient à nouveau contre Israël s'ils étaient visés par l'armée israélienne. Donc c'est une sorte de jeu de dupes, un partout, balle au centre. On a évité le pire. L'Iran, après l'élimination d'un de ses hauts gradés des gardiens de la Révolution,
M. Heydari ainsi que 6 autres étaient dans une situation où c'était la frappe. C'était le 1er avril. Israélienne, 1er avril, l'Iran a répondu contre Israël en lançant une attaque massive extrêmement impressionnante, non sans avoir prévenu au préalable les États-Unis, y compris du jour même où ils allaient frapper Israël. C'est certes un miracle qu'il n'y ait pas eu plus que 2 blessés, une fillette et un petit garçon de la communauté bédouine israélienne, mais clairement on pouvait attendre de la part également des Israéliens une réponse forte. C'est d'habitude la doctrine israélienne, on frappe 10 fois plus fort que l'attaque qu'on reçoit. C'est ainsi qu'Israël procède par exemple avec le Hamas ou avec le Hezbollah. Là, ce qui est frappant, c'est la symétrie d'une certaine manière. L'effet miroir de l'attaque israélienne qui, une fois n'est pas coutume, est extrêmement millimétrée, calibrée et surtout pas revendiquée. Pour dire, pour l'instant, on sait que les Américains ne veulent pas que l'on déclenche une guerre vis-à-vis de l'Iran. C'est pas forcément d'ailleurs le dessein de Benyamin Netanyahou qui aujourd'hui vit dans cet état était toujours en vie politiquement dans cet état de crise permanent avec la guerre à Gaza, mais également les tensions avec l'Iran. Mais clairement, Joe Biden a fait dès le départ savoir qu'il ne souhaitait pas de conflit d'une grande ampleur et aujourd'hui, le pire est passé jusqu'au prochain round. Alors effectivement, et ça pose la question de la force nucléaire iranienne. Je veux bien vous entendre là-dessus les uns et les autres. Peut-être pour commencer avec vous, Amélie Chili, on parle d'un état de seuil nucléaire. Alors je veux bien qu'on explique ce que c'est. C'est là aussi, on est de l'ordre de la proportionnalité ou de la menace dont vous parliez tout à l'heure. Quand il y avait donc le développement clandestin qui a été décelé en 2006 et qu'on a commencé à rentrer dans cette phase de négociation pour arriver jusqu'au traité de Vienne, donc avec la promesse de retirer progressivement des sanctions qui, je le rappelle, ont toutes été neutralisées puisqu'il y a incessamment eu des sanctions nouvelles transposées au nom d'autre chose que le nucléaire, mais je referme la parenthèse. Il avait été question justement d'un contrôle par l'AIEA qui permettait de rendre compte de ce que les productions liées au nucléaire ne fassent que du civil et pas du militaire. Avec les accords déchirés par Donald Trump, ces mêmes accords, tant qu'ils vivent, et ils vivent encore, même s'ils ne vivent pas, s'ils vivent sous perfusion, on va dire, prévoient une sortie progressive des actions. Mais il n'y a plus de contrôle. Il y a encore des contrôles, mais l'Iran reste dans son droit à se désengager progressivement par l'enrichissement de l'uranium, par la question des eaux lourdes qui dépassent un seuil critique. C'est leur droit, c'est prévu par les accords à partir du moment où les contreparties, les signataires ne remplissent pas leurs contreparties. D'accord, mais si cet accord a été déchiré, David Hidrogalleros... Pour les Américains. Par les Américains. Par les Américains. Et il restait... Mais attendez, je veux juste comprendre, parce que vous m'avez un peu embrouillé là. Moi je reviens d'une semaine de vacances, donc peut-être que c'est un peu plus compliqué. Les Iraniens, ils n'ont pas arrêté leur programme. Ils n'ont pas arrêté leur programme, mais ils ont le droit, d'après ces accords, à partir du moment où les signataires ne remplissent pas leur contrepartie, à se désengager pour sortir progressivement des accords de façon légale. Il n'y a pas d'illégalité. D'accord. Voilà. Bon, c'est prévu. Armin Arifi. Oui, juste pour vous sortir du flou post-vacances que vous citez. L'Iran a eu un programme secret nucléaire qui a été décelé par des opposants en exil en 2002. L'Iran, la communauté internationale n'a pas confiance dans la République islamique, donc c'est la raison pour laquelle pendant des années il y a eu des négociations qui ont abouti en 2015 à mettre le programme nucléaire iranien dans une boîte, à savoir suspendre l'enrichissement d'uranium qui est la manière la plus rapide d'accéder à la bombe atomique. L'Iran l'a respecté en échange d'une levée des sanctions. Donc pendant 3 ans, cet accord fonctionnait. Les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique vérifiaient que l'Iran n'enrichissait pas d'uranium, ne cherchait pas la bombe. À 11 reprises dans des rapports internationaux, ils ont affirmé que non, ce n'était pas le cas, jusqu'à ce que Donald Trump déchire l'accord sous la pression notamment d'Israël, qui estimait que c'était un mauvais accord. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'occupait que du nucléaire. Alors je reviens à la question, que s'est-il passé à partir de 2018 ? Une fois que les sanctions américaines ont été rétablies, plus de 1500 sanctions contre l'économie iranienne totalement étouffée, l'Iran estimait que c'était une déclaration de guerre et a commencé petit à petit à reprendre ses activités illicites sans sortir officiellement de l'accord. Si bien qu'aujourd'hui, l'Iran
n'a jamais été aussi proche de la bombe, c'est-à-dire que c'est une puissance du seuil. L'Iran a assez de combustible d'uranium enrichi pour fabriquer, s'il le décidait, une bombe, mais et c'est là la nuance, il n'a pas encore décidé, l'ordre n'a pas été donné d'après les services de renseignement occidentaux de se doter de la bombe. Le problème, c'est quoi? C'est que les attaques israéliennes contre des gardiens de la Révolution dans tout le Moyen-Orient, notamment en Syrie, au cours des 10 dernières années, ont poussé les plus durs, les plus radicaux au sein des gardiens de la Révolution iranienne, l'armée idéologique du régime islamique, d'aller justement vers cette bombe pour avoir la dissuasion suprême, la bombe atomique, et sanctuariser le territoire iranien, et notamment en tête desquels figure le régime. Donc la question qui va avec, David Rigolero, c'est pourquoi Israël n'a pas viser les installations nucléaires, ou est-ce que c'est la prochaine étape? Vous voyez ce que je veux dire? Les deux sont liés, parce que la situation du nucléaire en Iran n'est pas du tout comparable à la situation qu'il y avait par exemple avec le réacteur aux Irak, en Irak. Et puis du réacteur d'Al-Azhar en Syrie. Il y avait un réacteur. Donc à partir du moment où il y a une opération à chaque fois israélienne, 81, 2007, ça stoppe le programme. En Iran, c'est pas possible, parce que vous avez une multitude de sites, d'usines enfouies en profondeur, qui demanderaient des armes particulières dont seuls les Américains vraisemblablement disposent. Il se trouve que aujourd'hui, effectivement, l'Iran est une puissance du seuil, puisque l'Iran a fait le choix de l'enrichissement de l'uranium, pas du plutonium, parce que ça laissait l'ambiguïté. Avec l'uranium enrichi, c'est à la fois civil et potentiellement militaire. Mais donc on peut se prévaloir d'un objectif purement civil, jusqu'au jour où on déciderait éventuellement d'autre chose. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, on a établi, les services de renseignement estiment que l'Iran dispose d'une quantité d'uranium enrichi permettant théoriquement de faire 2-3 engins nucléaires. Mais évidemment, ça ne se décrète pas comme ça. D'abord, c'est plus un problème technique, ce serait une décision politique à ce moment-là. D'où le problème de frappe éventuelle qui pourrait accélérer ce passage à une décision politique. Et puis de toute façon, il y aurait deux autres étapes, ce qu'on appelle la weaponisation, c'est-à-dire la militarisation de l'arme, et puis sa vectorisation. Et là, on retrouve donc la vectorisation, on la place sur le missile qui va. Et là, on retrouve la problématique balistique, qui était restée en parallèle, en périphérie de l'accord de 2015. Donc l'accord de 2015 avait des lacunes, incontestablement. Ça a été une erreur stratégique de l'annuler, mais il avait des lacunes, et notamment l'Iran a joué sur ces lacunes, évidemment. Est-ce que cette potentialité protège l'Iran d'une certaine façon? Peut-être Armin Arifé pour commencer, et ensuite Amélie Chély. Rapidement, là. Les Iraniens regardent ce qui s'est passé sous Saddam Hussein, qui s'est débarrassé de ses armes de destruction massive, et du coup ce qui a favorisé, on va dire, l'invasion américaine. Et pareil pour Muammar Kadhafi. Donc ils ont retenu la leçon. Ils voient la situation en Ukraine, où l'Ukraine justement lui aussi s'est débarrassé de ses armes et de fait a été envahi. Donc c'est le calcul qui rentre en jeu. Encore une fois, il y a une fatwa officielle du guide suprême qui est contre la bombe atomique, mais clairement aujourd'hui l'Iran joue de cette ambiguïté pour sanctuariser son régime. Et bien évidemment que ensuite l'Iran et n'importe quel adversaire de l'Iran y réfléchira à deux fois avant d'attaquer le territoire iranien. Et pareil, l'Iran se sentira pousser des ailes pour aider ce qu'il appelle donc les milices de l'axe de la résistance anti-Israël. Les proxys dont on va parler, si vous le voulez bien. Et donc comment finalement ce régime des Mollahs, vous avez un tout petit peu répondu, mais je veux bien que vous détaillé, joue de cette menace nucléaire, ou de cette potentialité nucléaire. Le nucléaire, c'est un programme qui a commencé sous le Shah. Sauf qu'à l'époque, étant donné les bonnes relations diplomatiques que l'Iran du Shah avait avec les puissances occidentales, la question ne posait pas véritablement de problème. La République islamique a ensuite été établie suite à la révolution de 79, et très rapidement, le grand ayatollah a décrété que c'était Satan, que c'était l'Occident, que le nucléaire était haram, c'était pas du tout licite religieusement parlant. Et comme l'a très bien dit Armin, il y a ensuite eu une guerre chimique, la deuxième plus longue du XXe siècle, entre l'Iran et l'Irak, 80-88, et l'Iran a compris que le pays avait besoin de sanctuariser son territoire, et la question du nucléaire est donc revenue sur le terrain. Et là, effectivement, pour reprendre encore juste la question du développement du programme de missiles balistiques, on se rend compte que suite à la signature des accords sur le nucléaire, les sanctions qui ont été levées parce qu'effectivement l'AIEA témoignait de ce que l'Iran, Agence internationale énergie atomique, remplissait bien sa contrepartie, respectait bien l'accord en tant que tel. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres sanctions qui ont été transposées à la place? C'est pour la fameuse triade aide à des organisations figurant sur la liste des terroristes,
la question des droits de l'homme et enfin le développement du programme de missiles balistiques, qui est un troisième point qui est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois déconnecté de la question du nucléaire et en même temps lié à elle, étant donné que c'est là-dessus que les têtes sont posées. Évidemment. Mais c'est en ça que le fait que les Israéliens, vraisemblablement, même si ça n'a pas été revendiqué, aient choisi Ispahan ne doit rien au hasard. Ispahan abrite l'un des plus grands centres d'enrichissement souterrain d'uranium, l'usine de Natanz, qui est donc sous la montagne. Et bien évidemment que le fait que les Israéliens aient vraisemblablement abattu un radar dans cette fameuse station, donc cette base d'où seraient partis les drones, vise aussi à dire, écoutez, on peut, si l'on veut, frapper les sites. On sait où sont vos sites et d'autant qu'il faut le rappeler que les drones qui ont été utilisés sont partis du territoire iranien. Il y a encore beaucoup de thèmes à aborder, donc je vais vous demander je suis obligé de vous interrompre. Mathieu, rapidement. Une petite question, parce qu'on dit l'Iran n'a pas donné l'ordre encore de construire la bombe. Est-ce qu'on est sûr qu'on le saura? Peut-être David Rigolero. Les Américains le sauront, oui. Ils sauront parce que... Le renseignement américain est aussi puissant. Et puis pour passer aux étapes suivantes, il faut expérimenter. Donc il y aura des éléments d'appréciation. Et là, alors là, pour le coup, ça pourrait constituer une ligne rouge... Effectivement, un accélérateur. C'est pour ça que les Iraniens prennent garde d'ailleurs de ne pas passer cette ligne rouge. Ils n'ont pas besoin en théorie, parce qu'ils sont, en étant une puissance du seuil, il y a déjà une forme de dissuasion. Alors il y a plusieurs thèmes dont on va encore parler. Les proxys, c'est pour tout de suite. Ensuite, il y aura la question du 13 avril, quand même, cette attaque massive. À quel point ça change quand même la donne stratégique dans la région. Et puis le rôle de la France. Voilà les 3 prochains chapitres, vous êtes au courant. On démarre tout de suite avec les proxys. On pourrait parler de guerre par procuration. Bonsoir Quentin. Bonsoir sur ce plateau. Thomas, qu'est-ce que ça signifie proxy? Oui, c'est ça, c'est le mot procuration, guerre par procuration en anglais. On parle donc d'un réseau de groupes armés qui sont le relais du régime iranien pour frapper Israël ou des cibles occidentales au Moyen-Orient. L'Iran compte ainsi sur des milices ou des groupes armés dans les pays voisins, Irak, Liban, Syrie, mais aussi dans les territoires palestiniens. Ces groupes forment ce que le régime iranien appelle l'axe de résistance, une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, une alliance avec des minorités chiites dans certains pays voisins, mais aussi avec des acteurs sunnites lors de rapprochements de circonstances. Alors on donne quelques exemples de ces milices. Oui, au Liban, on pense au Hezbollah qui attaque régulièrement Israël à sa frontière nord. Dans les territoires palestiniens, le Hamas est soutenu par le régime iranien, tout comme le djihad islamique. En Irak, 2 groupes, l'unité de la mobilisation populaire ou encore la résistance islamique en Irak. Et enfin, on pense également aux Houthis. On a vu ces images impressionnantes en mer Rouge. Effectivement, ce groupe du Yémen qui fait la une de l'actualité régulièrement, qui coule des bateaux. On lit dans un article du Monde les différents profils de ces milices ou groupes armés qui servent de proxy pour combattre par procuration. Tous ont des degrés d'autonomie, Thomas, différents par rapport au régime des mollahs. Certains sont très liés, comme le Hezbollah, d'autres beaucoup moins, comme le Hamas. Enfin, dans cet article, on lit que l'idée est également de créer des couloirs, des routes via ces alliés, vous les voyez en vert, pour relier toute la région et ainsi relier la Méditerranée jusqu'à la capitale Téhéran. Pour acheminer des armes, on est bien d'accord, c'est d'armes dont on parle. Et au-delà de ces routes, quel est l'avantage de cette stratégie des proxys pour l'Iran? On a lu un rapport très intéressant de l'IFRIT 2020, et dès 2020, 2 chercheurs expliquent l'importance de ces acteurs, de ces relais. Les milices soutenues à des degrés divers par l'Iran au Moyen-Orient jouent désormais un rôle d'acteurs militaires et politiques de premier ordre. Au cours des dernières années, leur action s'est parfois révélée particulièrement déstabilisante à l'échelle locale aussi bien que régionale. La relation de ces acteurs avec l'Iran crée cependant une ambiguïté stratégique fondamentale quant à la responsabilité qu'il convient de leur attribuer. Dans la mesure où ce contrôle demeure sujet à débat, l'Iran peut bénéficier d'un déni plausible lui permettant de se soustraire à d'éventuelles sanctions. Thomas, on comprend, c'est sur cette ambiguïté que mise l'Iran lors d'attaques de ces groupes militaires. Elle lui permet de se défausser de toute responsabilité directe et d'éviter les représailles. Et dans le même temps, elle est une menace pour les ennemis de l'Iran. Si un État s'en prend à Téhéran, il risque d'enflammer toute la région avec ces groupes. Merci beaucoup Quentin pour toutes ces informations. David Rigolero, lequel de ces proxys, de ces alliés est le plus puissant? Peut-être le Hezbollah? Oui, c'est le joyau de la couronne, on va dire. Le Hezbollah, c'est une création effectivement des gardiens de la
la Révolution, dans les années 80. Et c'est vraiment, c'est d'autant plus important ça fait partie de la dissuasion régionale de l'Iran, en fait. C'est la force de projection de ces proxys. Mais notamment le Hezbollah, parce qu'en plus, il renvoie au principe du velayat, c'est-à-dire, il reconnaît l'autorité du guide. Donc, il est vraiment très proche de l'islam chiite iranien. C'est ce qui fait c'est on va dire, une pièce maîtresse dans ce qui a été appelé à un moment par le roi Abdallah Jordani le croissant chiite, avec les guillemets qui s'imposent, mais c'est ce qui relie tous ces groupes justement d'obédience chiite. Mais en l'occurrence, le Hezbollah, oui, c'est le gros morceau. Et on peut penser que s'il y a une réponse israélienne à la frappe du 13, ça sera potentiellement sur le Hezbollah. Sur le Hezbollah. Et alors, vous l'avez dit, le croissant chiite, le Hamas, c'est l'exception sunnite dans ces proxys Armin Arfi. Mais est-ce que c'est vraiment un proxy, le Hamas ? Le Hamas dispose... Alors, ses relations avec Téhéran fluctuent selon les années. On se souvient que le Hamas avait par exemple dénoncé la répression des manifestations, s'était placé du côté, en Syrie, il est placé du côté justement de la population ensuite de la rébellion sunnite, ce qui lui avait fait en tout cas créer un froid avec Téhéran. Il est revenu quelques années plus tard. Visiblement, en tout cas pour ce qui est du 7 octobre, ce qu'affirment les Iraniens, et ce qu'ils veulent affirmer en tout cas, c'est qu'ils n'étaient pas totalement au courant. L'Iran, en tout cas, ne cherche pas de confrontation directe et frontale avec Israël. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'Iran finance depuis maintenant 2 décennies et arme le Hamas, et que l'Iran, au lendemain du 7 octobre, a accentué son soutien à tous ces proxys pour multiplier les attaques contre Israël. Donc, pour le cas effectivement du Hamas, mais aussi pour le cas du Hezbollah ou même des Houthis, le degré, en tout cas le commandement iranien, le degré en tout cas de commandement iranien varie. Ce qu'on sait quand même, c'est qu'au cours des 2 dernières années, il y a eu des chambres d'opération communes qui se sont renforcées, on va dire, depuis 1 an. Ça veut dire quoi, chambres d'opération, des lieux de réflexion stratégique, on décide ensemble de la réponse à apporter. On sait par exemple que avant même le 7 octobre, au mois d'avril dernier, lorsqu'il y a eu des heurts autour de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, des frappes sont intervenues pour la première fois et du Liban de la part du Hezbollah et du Hamas à Gaza, mais également de la part de milices chiites en Syrie. Il en va de même par exemple pour ce qui est des opérations de déstabilisation menées par les rebelles yéménites Houthis qui, depuis on va dire la fin du mois d'octobre, multiplient les attaques contre tout navire ayant des liens supposés avec Israël ou alors tout navire occidental, ce qui provoque une véritable crise dans le trafic commercial maritime de la région, à savoir que les assurances ne sont plus prêtes à financer, ou en tout cas moyennant des sommes astronomiques, et ce qui crée un véritable manque à gagner pour Israël et pour l'Égypte. Pour l'Égypte. Ça veut dire qu'il y a un poste de commandement commun quand même. Pardon Mathieu, il y aurait un poste... entendu votre question parler tout. Pardon, ça veut dire qu'il y a un poste de commandement commun. Il y aurait un poste de commandement commun qui se serait situé notamment près des ambassades d'Iran à Beyrouth, mais également en Syrie. D'ailleurs, la personne qui a été éliminée, c'était exactement lui, c'est Esmaël Rani, le chef de la force Al-Quds, mais également son adjoint, le numéro 2, donc Haïdari, qui a été éliminé dans la frappe israélienne. Certes, qui visait un bâtiment consulaire officiel iranien, donc encore une fois, les conventions de Genève, elles ont volé en éclats, mais c'était quand même une des personnes au centre des attaques israéliennes de la part de ces groupes depuis au lendemain du 7 octobre. Ça coûte cher à l'Iran, en armes, en argent, de soutenir ses alliés. Oui, je vais vous répondre. Je voulais juste rebondir sur quelque chose qui vient d'être dit. Une chose qui vient d'être dite, c'est que finalement la grande différence du Hamas par rapport aux autres pavillons de la Moura au Hamas, c'est pas exclusivement que ce sont des sunnites. Vous avez même des brigades qui sont chrétiennes dans les milices iraniennes. La brigade Babylone, par exemple, était intégrée au Hashd al-Sha'abi, et c'était des chrétiens qui mouraient au nom de Jésus pour la République islamique dans leurs vidéos de propagande, ils le disaient. C'est plus parce que dans leur charte, ils sont affiliés aux frères musulmans. C'est cela qui est beaucoup plus paradoxal, étant donné que les frères musulmans, on le sait, à terme, s'ils vont au bout de leur idéologie, le takfirisme doit être réintégré une fois que leur projet a abouti. Et les chiites ne sont pas forcément considérés comme des musulmans de leur point de vue. Donc, on peut évacuer ça. Est-ce que ça coûte cher ? Oui et non, en fonction
des axes de la résistance et en fonction des agendas locaux, ça peut coûter plus ou moins cher. Par exemple... Ce qui est sûr, c'est que diplomatiquement, ça coûte moins cher qu'une action directe. Alors oui et non. Alors ça coûte moins cher, c'est à peu près le même principe que pour les SMP, les sociétés militaires privées, comme les Blackwaters, voilà, qu'on connaît déjà, où finalement on n'a pas de responsabilité devant les institutions internationales. Mais ça peut coûter cher. Par exemple, si on repense aux Houthis au Yémen, ça pose des problèmes entre l'Iran et l'un de ses grands partenaires, qui n'est autre que la Chine, étant donné que ça perturbe justement les flux commerciaux. Mais juste parce que j'étais en train de répondre à votre question, est-ce que ça coûte... parce que j'ai de moins en moins de temps dans ce débat. Bien sûr. Pour ce qui concerne les Houthis, on les appelle par exemple les combattants en tatane, parce que justement avec très très peu d'argent émanant de l'Iran, on arrive à faire en sorte que la Blitzkrieg, qui était inaugurée par MBS, s'embourbe. Vous savez, il y a trop de sigles. MBS, je le rappelle, Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, mais je retiens les combattants en tatane. Les combattants en tatane, voilà une expression que je ne connaissais pas. Allez, Mathieu, on va parler du rôle de la France. Le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, s'est expliqué, c'était dimanche, c'était dans le Parisien, sur la participation de la France à la neutralisation de drones et de missiles iraniens lors de cette frappe massive du 13 avril. Alors oui, on le sent sur une ligne de crête, Sébastien Lecornu. Alors on rappelle les faits dans la nuit du 13 au 14. L'armée française a bien intercepté des missiles, des drones lors de l'attaque menée par l'Iran. Dans quel cadre ? Dans quel but? Où exactement? Le premier à avoir répondu à la question, c'est Emmanuel Macron. C'était lundi dernier sur BFM. La France a été aux côtés d'Israël, sous coordination américaine, avec nos amis britanniques, parce que nous sommes sur le sol jordanien. À la demande de la Jordanie, nous avons eu des interceptions en stricte protection et défense à faire dans cette nuit, en effet, de samedi. Vous conviendrez que la phrase est pour le moins alambiquée. On peut le dire, oui. Alors, le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, a tenté d'être plus explicite hier dans le Parisien. Nous avons plusieurs bases au Levant, a-t-il expliqué. Là où nous occupons une emprise militaire, nous le faisons dans le cadre d'un accord avec le pays hôte, en l'occurrence la Jordanie, notamment, qui comprend évidemment le recours proportionné à la force pour notre protection. Selon lui, la France n'aurait donc fait que protéger ses bases lors du survol de l'Irak ou de la Jordanie par des engins iraniens. Alors, il faut expliquer en détail pourquoi tant de prudence. Pour éviter toute forme d'escalade, évidemment, raison pour laquelle le ministre s'est empressé d'ajouter « Nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran », raison pour laquelle aussi la France avait choisi, vous vous souvenez, de ne pas participer à la coalition menée par les États-Unis pour aller frapper préventivement les Houthis au Yémen, c'est la même philosophie. Pour autant, et c'est là où je reviens à mon histoire de ligne de crête, l'Iran est toujours selon Sébastien Lecornu, l'Iran représente un défi de sécurité pour l'Europe. Et donc pour la France, parce que Téhéran menace nos intérêts maritimes, parce qu'il détient, dit le ministre, toujours des ressortissants français en otage, et parce qu'il développe un programme nucléaire, et parce qu'il aide la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc ça fait quand même beaucoup. C'est assez étonnant de voir qu'il c'est impossible de dire que la France est intervenue en soutien d'Israël. Cette phrase-là n'est pas prononcée par le ministère de la Défense. Pays auquel la France ne vend pas d'armes, a insisté Sébastien Lecornu. Mais en gros, la France a donc participé à une opération contre l'Iran qui menaçait nos intérêts et qui, par ricochet, accessoirement, attaquait Israël. Les délices du langage diplomatique. Oui, en fait, la France ne peut pas tellement faire autrement parce qu'on rappelle qu'elle agit à la frontière libano-israélienne sous mandat de l'ONU. Elle est quand même dans une position particulière dans la région qui n'autorise pas normalement à prendre parti. Et puis quant au soutien de Paris à Israël, il faut rappeler aussi qu'il a progressivement glissé. On était dans un soutien quasiment total après l'attaque du 7 octobre. Et puis on est aujourd'hui sur plutôt une pression sur le gouvernement Netanyahou pour obtenir un cessez-le-feu et puis une non-intervention à Rafah. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé aujourd'hui au téléphone lors d'un entretien à Benyamin Netanyahou. Et donc c'est pas question de revenir en arrière tout d'un coup en épousant la cause d'Israël sans circonstances atténuantes. En fait, d'une certaine façon, jusqu'ici, la France, qui dans la région se voyait parfois de reprocher, de dire les choses sans forcément les faire, et ben là, elle fait un peu l'inverse. Elle fait les choses sans forcément les dire, ce qui explique toutes ces circonvolutions. Ouais. Merci Mathieu. Effectivement, coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou aujourd'hui, dans le communiqué de l'Élysée, à la fois pour marquer son soutien face à l'Iran et pour redemander un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. Je voudrais qu'on revienne quand même sur ce 13 avril, parce que là, on est en plein dans comment la France est intervenue et doit réagir depuis. David Riolero, je commence avec vous. Qu'est-ce qui change ce jour-là, stratégiquement, cette attaque iranienne contre Israël ? On sort de la guerre de l'ombre entre les protagonistes. Pour la première fois, l'Iran prend le risque, entre guillemets. Il estime qu'il n'a pas d'autre solution. Ça a fait l'objet d'un débat en interne soutenu.
à Téhéran. Et finalement, s'est imposé l'idée qu'il fallait faire une réplique spectaculaire et assumée. Oui, parce que là, on n'est plus avec les proxys. C'est l'Iran qui tape directement, qui frappe directement Israël. L'Iran savait que c'était un risque, parce que objectivement, c'est un seuil qui a sauté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de se caché derrière des ambiguïtés, etc. Donc c'est avéré aujourd'hui. Et ça induit une réécriture de la grammaire stratégique régionale. Incontestablement, il n'y aura pas de retour en arrière, parce que pour la première fois aujourd'hui, le conflit avec l'Iran est ouvert. Entre Israël et l'Iran. C'est le problème. Et c'est le risque escalatoire qui est de plus en plus prégnant, parce que même si c'est paramétré, on l'a vu par la suite, sur le fond, il y a un point de bascule qui a été franchi. Et donc, vous nous disiez tout à l'heure que Israël ripostera à cette attaque, mais plus tard que ce qui s'est passé à Isfahan, c'est sans doute pas la riposte. Quoi. Non, ça c'est un message. La pression américaine était tellement forte pour qu'il n'y ait pas de riposte massive, parce qu'il y a eu un débat au sein du cabinet de guerre. Une majorité était favorable, d'ailleurs, à une riposte immédiate. Et puis finalement... Le cabinet de guerre israélien, évidemment. Oui, la raison a prévalu momentanément. C'est-à-dire que l'idée, c'était de différer cette réponse, mais elle aura lieu. Mais alors, c'est intéressant, Armin Arifi, de revenir sur cette frappe qui est massive le 13 avril. Je me souviens avoir entendu le lendemain à la radio, je crois que c'était Frédéric Ancel, qui nous disait « le roi est nu » en parlant de l'État iranien. Est-ce que ça n'a pas aussi montré, d'une certaine façon, les limites de la puissance iranienne, ce qui s'est passé ? Vous l'analysez pas forcément comme ça, je vois ça à votre regard. Non, c'est personne. Tout le monde savait que l'Iran allait riposter. La question était de savoir comment. Mais personne ne pensait que l'Iran riposterait directement contre Israël depuis le territoire iranien avec cette attaque d'une telle ampleur. Il faut rappeler que les Iraniens ont appelé tout ce qu'ils ont de voisins dans la région, et certains alliés même indirectement les États-Unis par le biais de la Suisse, pour leur annoncer ce qu'ils allaient faire. Première chose. Deuxième chose, ces images de missiles interceptés. Est-ce que ça explique le fait que, alors je n'ai pas le pourcentage, mais quasiment tous les missiles ou drones aient été interceptés? Ça n'explique pas, mais ça aide en tout cas. Parce que il est clair que s'il y avait eu des victimes, imaginons une dizaine de victimes ou même moins israéliennes, la riposte israélienne aurait été totalement différente. Et là, on aurait eu peut-être probablement un casus belli pour Israël. Et parce qu'on a eu cette réponse équilibrée. Ce que je veux dire, c'est que depuis 10 ans, en fait, on parle de guerre de l'ombre. Effectivement, il y a une guerre de l'ombre entre les deux pays. Mais l'armée qui tue des gardiens de la Révolution, la seule d'ailleurs dans le monde, ou l'une des seules, mis à part donc les Américains avec l'élimination de Rassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds des gardiens de la Révolution en 2020, c'était Israël. C'est-à-dire que depuis 10 ans, des dizaines de gardiens de la Révolution présents en Syrie sur invitation de Bachar el-Assad pour l'aider à réprimer la rébellion, étaient tués par des frappes de Tsahal, donc l'armée israélienne, avec l'accord tacite des forces russes, pourtant alliées aux Iraniens aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie. Jamais l'Iran ne répondait, ou alors de façon très, on va dire, mesurée, avec des roquettes envoyées par certains groupes sur le Golan, la partie occupée et annexée par Israël. Pourquoi frappe-t-il aussi fort cette fois-ci ? C'est ce qu'il dit, c'est la fin de ce qu'ils ont appelé la patience stratégique. Donc cette théorie, c'était la théorie de la patience stratégique définie par le guide suprême, l'ayatollah Khamenei lui-même, à savoir, on répondra le moment venu. Cette fois, une frappe contre le numéro 2 de la force Al-Quds, en charge du soutien aux groupes armés au sein du consulat d'Iran à Damas, c'était considéré comme un casus belli. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens ont répondu, ont changé ce qu'ils appellent d'ailleurs cette patience stratégique. Ils ont changé l'équation stratégique. C'est d'ailleurs ce que m'a dit un gardien de la Révolution que j'ai interviewé pour Le Point, à savoir que dorénavant, tout général iranien tué en Syrie ou ailleurs aura une réponse sur le territoire israélien. C'est ce qu'affirment les Iraniens, à savoir que désormais ils prendront directement pour cible Israël. Ils affirment avoir changé cette équation stratégique. Et je pense que c'est en ça que c'est extrêmement important. Les Iraniens, d'après ce qu'ils ont montré en tout cas, n'ont plus peur d'attaquer directement le territoire hébreu, mais encore une fois, une attaque extrêmement calibrée, extrêmement limitée, sans faire de victimes. Parce que ça n'aurait pas été la même histoire. On passe un seuil, mais tout en gardant cette proportionnalité dont vous nous parliez finalement tout à l'heure. L'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, qui a rendu hommage en quelque sorte aux forces armées du pays lors d'une réunion avec les principaux chefs militaires. Au cours des récents événements, les forces armées ont donné une bonne image de leur capacité et de leur puissance. Elles ont également prouvé l'émergence de la puissance, de la détermination de la nation iranienne au niveau international.
Ahmed Chéli, cette séquence et ces frappes servent-elles aussi de moyens de contourner ou de détourner l'attention internationale du mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a quand même secoué le régime des Mollahs depuis des années? Oui, c'est tout à fait possible, mais je pense que la chose qui est encore plus importante pour la République islamique actuellement, c'est de séduire les rues, puisque nous sommes dans un monde arabe, musulman, qui a normalisé, une grande partie en tout cas d'entre les pays arabes musulmans, a normalisé ses relations avec Israël. Ça, c'était avant le 7 octobre. Oui, depuis pas mal d'années. L'ultime bastion de la lutte anti-sioniste, anti-israélienne, c'est l'Iran de façon crédible. Parce que même d'autres pays, je pense notamment à la Turquie, qui a une rhétorique anti-israélienne, étant donné que les relations diplomatiques sont... que la Turquie reconnaît Israël, ils ne sont pas très crédibles. Et donc ça parle à la rue iranienne, ce discours anti-Israël? Ça parle aux rues arabes. Aux rues arabes, pas à la rue iranienne. Régulièrement opposées finalement à la normalisation des dimensions diplomatiques que leurs propres pays ont inaugurées avec l'État hébreu. Donc ça permet, si vous voulez, de garder un soft power extrêmement franc, solide, qui est l'antisionisme. Ouais. L'antisionisme est un soft power. C'est très intéressant ce que vous dites, dans la région finalement, dans la région. Mais en interne. Alors, est-ce que pour autant le régime est toujours aussi critiqué ou fragilisé? Alors, le régime est très critiqué depuis toujours, et ils n'ont pas attendu qu'il y ait tous ces événements. Mais Armin, vous pourriez éventuellement rebondir là-dessus. Il ne faut juste pas faire une sorte d'assimilation entre l'écrasante partie de la population qui est contre le régime et tout de suite aller donner à cette écrasante partie de la population une sorte de pro-israélisme. Ça ne va pas forcément ensemble. C'est-à-dire que vous avez une partie, effectivement, de la population qui peut être pro-israélienne parce que ça se rapproche, mais c'est une partie marginale d'une posture néoconservatrice qui serait même pour éventuellement une chute de leur régime par une intervention étrangère, mais ce n'est pas l'intégralité de la population, loin de là, quand bien même cette... Oui, on peut être anti-régime des Mollahs et anti-Israël en même temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les images justement de missiles interceptés au-dessus de la mosquée Al-Aqsa ont fait rêver une partie du monde arabe parce qu'aujourd'hui l'Iran, alors que certains pays comme la Jordanie vont indirectement, en tout cas de façon non officielle, aider à l'élimination des drones iraniens, donc ils vont indirectement protéger Israël, d'ailleurs avec l'aide de la France qu'a dit Tzahal. On a donc l'Iran qui est le seul pays à oser, entre guillemets, se confronter frontalement à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui parle dans le monde arabe, mais c'est quelque chose qui ne parle pas du tout, bien au contraire, au sein quand même d'une majorité de la population qui est quand même vertement opposée au Mollah, qui l'a fait savoir, qui continue en refusant de porter, en tout cas pour les femmes, le voile obligatoire dans les grandes villes du pays, démontre en fait son opposition. Et chez cette population, le soutien tous azimuts à cet axe de la résistance, c'est que c'est chez elle quelque chose qui n'est pas du tout populaire. Dans les manifestations en Iran, on avait ce slogan « Ni Gaza, ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran ». Et d'ailleurs, il y avait un côté assez triste de voir, au lendemain de la frappe iranienne, ces populations iraniennes se précipitant dans les stations-service pour faire le plein parce qu'elles n'avaient pas été mises au courant de l'attaque, contrairement à Israël où la population était quand même réfugiée dans les bunkers, et ceci des heures avant. Et donc, elle était laissée pour compte, livrée à elle-même. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le vocabulaire, la rhétorique pro-palestinienne de l'Iran depuis l'avènement de la République islamique, ça vise le monde arabe, pas l'Iran. Au contraire, c'est quelque chose qui est extrêmement décrié. Et d'ailleurs, il suffit de faire un tour en Iran pour voir que la majorité de la population iranienne est assez peu sensible à cette rhétorique pro-palestinienne et plutôt, on va dire, à l'inverse, pro-occidentale, pro-israélienne, je ne sais pas, mais en tout cas indifférente à ce conflit et surtout critique du rôle de l'Iran. Un dernier mot sur le même thème, David Rigoleros. Est-ce que effectivement cette attaque du 13 avril a finalement renforcé l'aura de l'Iran dans la région? Oui, momentanément, oui. Mais c'était une demande d'ailleurs de ses mandataires, de ses proxies, qui attendaient ce geste justement en termes de crédibilité pour restaurer une dissuasion. Mais sur le fond, il y a une déconnexion des opinions, il y a une inversion. C'est-à-dire la rue arabe, entre guillemets, qui serait favorable, et puis la rue iranienne, pas forcément du tout favorable à... Donc c'est assez étrange, ce chassé-croisé vertical, on va dire. Et le même jour, la police des mœurs a été rétablie le jour
de l'attaque iranienne, la police des mœurs en catimini a été rétablie dans les rues. Ce qu'ils appellent en Iran, il y a un hashtag qui est aujourd'hui très, très commenté, la guerre aux femmes. L'Iran fait la guerre à Israël, l'Iran a fait la guerre aux femmes aussi en Iran. On termine là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler les titres de vos livres. Le Coran de sang, à Micheli, qui est publié aux éditions du Cerf. Un printemps à Téhéran, Armin Arifi, c'est votre livre chez Plomb. Et puis on va revoir la une de la revue Orient Stratégique, consacrée, le dernier numéro consacré au Liban. Merci à tous encore une fois et à bientôt sur Public Sénat.